Les experts avec les champignons à l'honneur aujourd'hui jusqu'à 10h avec Jean-Marc Buc, qui est le président de la Société mycologique de Sassenage. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler évidemment des champignons. On va faire juste un petit bilan. La saison est finie en fait. Il y a une saison à champignons. Est-ce qu'elle est terminée? Ça marche comment? Disons qu'en mycologie, il faut savoir que les champignons poussent toute l'année. Le plus connu, bien entendu, c'est la truffe. Ouais. Qui est quand même culinairement très reconnu par les grands cuisiniers. Financièrement aussi. Et financièrement aussi. Et c'est un champignon qui met longtemps à pousser. Il commence déjà au mois de mai et après il fait sa fructification. Il finit sa fructification en hiver, c'est-à-dire de janvier jusqu'à février, mais on l'obtient aussi en décembre. Donc des champignons, on en a toute l'année. Il y en a toute l'année. Il y a des champignons qui poussent au printemps. Particulièrement cette année, on a eu la chance d'avoir le fameux hygrophore de Mars, qui lui, d'habitude, on l'appelle de Mars parce qu'il pousse au mois de mars. Il est arrivé quand cette année, il est arrivé au mois de janvier. D'accord. Alors, figurez-vous que là, ça a été quand même une grande surprise, puisque l'hiver a été très doux, comme vous vous souvenez. Et c'est fait que quand il a plu énormément au début janvier, ça a donné une précipitation qui a été favorable pour la première poussée des hygrophores. Et souvent, les gens ils disent c'est au mois de mars. Non, cette année, ça a vraiment démarré au mois de janvier. Et ça veut dire que quand on est passionné par les champignons, faut être aux aguets tout au long de l'année, tout le temps? Disons que oui, quand on a le temps, bien entendu, les gens qui sont toujours en activité ont déjà un peu moins la possibilité de pouvoir suivre cet élément qui est les saisons, puisque les saisons sont déjà en premier lieu le système qu'il faut suivre. Certains poussent au printemps, d'autres à l'été, d'autres à l'automne. Et il y en a d'autres certains champignons qui poussent pratiquement tout l'été et tout l'automne et même aux abords de l'hiver, tel que le cèpe. Mais cette année, malheureusement, Rhône-Alpes a été triste en cèpe, puisqu'on a eu un phénomène météorologique très particulier. On a eu la fin des grandes précipitations fin juin, et après, malheureusement, juillet-août a été quelques petits orages. Septembre, très sec, pas d'eau du tout. Et au mois d'octobre, malheureusement, le froid s'est installé un petit peu. Il y a eu des grands coups de vent, ça fait tomber les feuilles, et malheureusement, la pluie est arrivée un peu tard, car elle a écrasé les feuilles, et après le soleil ne pouvait plus pénétrer. Donc cette année, au centre de la France, même dans le Bordelais, même aussi à Rhône-Alpes, il y a eu des poussées, mais ils ont été très très succincts et très très rapides. Alors quand on est passionné de champignons comme vous, quand on s'y intéresse vraiment et que on sort régulièrement pour aller en chercher, il faut connaître les champignons, faut connaître la nature, faut connaître la météo, faut connaître la géologie. Vous êtes un scientifique? Non, je veux pas me dire que je suis un scientifique, je suis surtout un passionné. À partir du moment où on se passionne d'un élément, puisque au départ ma première passion était l'ornithologie, les oiseaux c'est pareil, ils sont pas n'importe où, ils font pas leur nid aussi n'importe où. Les champignons c'est pareil. À partir du moment où on s'intéresse vraiment poussément à des choses, effectivement, après on apprend tout ce qui est autour. C'est-à-dire, vous l'avez raison, la géologie, la météo, et puis tout le reste qui engendre surtout, bien entendu, les saisons et aussi ce qu'on appelait tout à l'heure la symbiose, c'est-à-dire savoir sous quel arbre pousse tel champignon. Et on va en reparler dans quelques minutes de la symbiose un peu plus dans le détail, essayer de comprendre pourquoi à tel endroit on trouve des champignons, pourquoi en Isère on a ces champignons-là, pourquoi certains ne poussent pas ici. On va tout découvrir ce matin jusqu'à 10h dans les experts avec vous. Si vous êtes passionné par les champignons, si vous voulez pourquoi pas vous y mettre et que vous avez des petites interrogations, des petites questions à poser, vous venez nous rejoindre maintenant au 04 76 46 45 45. Employé Jean-Marc Buc, un mot presque barbare, le mot symbiose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot symbiose? La symbiose, c'est tout simplement le lien que crée ou un arbre ou un sol pour obtenir un champignon. D'accord. Mais aussi c'est la base de la recherche en fait, non? Enfin, de la recherche des champignons. C'est une des bases, oui, bien entendu, au point de vue recherche et au point de vue aussi l'intérêt que nous portons à la mycologie. Donc, mais il y a aussi le mariage d'un arbre et d'un champignon. Il y a des champignons qui sont mariés à un arbre pour aider l'arbre avec l'azote, et puis il y en a d'autres aussi qui sont là aussi pour le détruire puisque l'arbre est presque mort, et il y en a certains qui sont là aussi destructeurs. Donc là, c'est une autre espèce de champignon qui pousse différemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la symbiose?
Ce qu'il faut savoir surtout, c'est l'état des arbres, comment ils poussent. Hein. Donc, par exemple, le frêne donne toujours sa fleur et sa première feuille toujours au printemps, comme beaucoup d'arbres, puisque c'est ce qu'on appelle le cycle végétatif. Hein. Il se repose très peu, puisqu'il se décline jusqu'à décembre. Dès que le solstice d'été redémarre, ça repart. D'accord. La sève repart. Et justement, cette symbiose qui est printanière est très réputée pour les morilles et aussi pour les hygrophores, puisque les hygrophores, eux, atteignent le processus de la symbiose avec les épicéas et les hêtres qui sont dans les bois. Car s'il n'y a pas d'épicéas et de hêtres, il n'y a pas d'hygrophore de Mars. Il faut savoir. D'accord. Vous trouverez jamais un hygrophore de Mars en pleine plaine. Il y a pas de surprise, la nature nous surprend pas des fois ou... Quelquefois, oui, parce qu'il y a eu un vent cette année. Nous, on a eu une agréable surprise avec la Société mycologique de Sassenage. C'était au mois de juin. On nous a détourné d'un itinéraire prévu parce qu'il y avait un rallye mathésin et donc on a fait un autre itinéraire pas prévu. Et là, il y a eu un phénomène. On a trouvé des morilles en plein champ, beaucoup, parce que justement le vent avait porté la sporée. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est la sporée. C'est ce que reproduit les champignons pour en faire de la semence et d'obtenir ses petits copains et ses petits voisins et ses petits, on va dire ses petits-fils, etc. C'est comme ça les champignons font que ils obtiennent toujours une régulation, mais toujours avec des arbres. Mais là, le vent étant porteur, au lieu de se procréer sous l'arbre, il s'est procuré 150 mètres à 200 mètres plus loin dans les champs. Et nous, on a été surpris puisqu'on s'attendait pas à les trouver là. Voilà la surprise du mycologue. Mais vous arrivez quand même à trouver l'explication, le pourquoi du comment. Voilà. Oui, puisqu'on a bien vu qu'il y avait juste au-dessus une lignée de frênes très importante, et on s'est aperçu que c'était des vents porteurs, donc c'était sur des crêtes, donc ça pouvait que provenir que de ce phénomène. Et est-ce que c'est important de savoir tout ça, de savoir pourquoi tel champignon pousse à tel endroit, comment il pousse, comment ça marche? Est-ce que c'est important de le savoir? Si on s'intéresse à la mycologie, oui, c'est important. Pour quelqu'un qui est néophyte dans la matière, il voit la beauté du paysage, il voit déjà ces belles forêts que nous avons dans l'Isère, toute la partie aussi qui est quand même intéressante, c'est de savoir que quand on est en balade mycologique, on prend notre temps. On n'est pas là pour marcher vite, on est là pour observer. On a les fleurs. Les fleurs ont quelquefois aussi des processus d'indication pour certaines espèces. On a aussi la végétation. On a la verne, ce qu'on appelle une petite feuille verte qui arrive dans les ronces, et cette verne apporte aussi la valeur de la symbiose, de comprendre comment pousse le champignon. Sur l'identification, de toute façon, c'est simple. Et un champignon est formé de deux choses. Un mycélium intérieur, qui est dans la terre, qui est lui un appareil végétatif. Entre guillemets, les racines. C'est des racines, mais c'est surtout le facteur principal du champignon, et qui, à un moment ou à un autre, justement, grâce à cette symbiose, obtient une création, c'est-à-dire, moi je l'appelle le fruit, mais normalement c'est pas le fruit on l'appelle le sporophore, c'est-à-dire que c'est l'appareil qui est reproducteur, qui sort de terre, et c'est celui-là qu'on ramasse. C'est ça le champignon, c'est ce qu'on voit, c'est la partie visible. On appelle le champignon, mais le champignon, c'est un tout. C'est le sporophore plus le mycélium. S'il n'y a pas de mycélium, il ne peut pas y avoir de sporophore. C'est pas possible. Et le mycélium, faut pas l'arracher, ça c'est important. Voilà, ça c'est important. On va en reparler de tout ça, la façon de la cueillette, c'est très important aussi. Et les choses importantes à savoir, avec aussi un point de réglementation. La réglementation, c'est des lois qu'il faut respecter. Il y en a que 3 à vraiment respecter. Si on les respecte, nous n'avons jamais de problème avec les sociétés mycologiques. D'ailleurs, on y tient beaucoup. Moi, j'ai pris exemple avec la Société mycologique de Grenoble, puisque c'est une référence pour moi. Ça fait près de 37 ans que je suis à la Société mycologique de Grenoble, et effectivement, ces gens-là ne savent et de quoi ils causent, puisque c'est une des plus grandes sociétés mycologiques de la région. Et surtout avec, comme vous dites, vous êtes sur une mission expert, et ce sont des experts, car là-bas, ils ont les microscopes, ils ont tout le matériel qu'il faut si on veut vraiment s'intégrer un peu plus dans la mycologie profonde. C'est-à-dire à la recherche. Qu'est-ce qu'on fait avec un microscope et avec les champignons? Alors justement, on parlait de sporée. La sporée, grosso modo, puisque moi je vais vous le dire comme ça, nous on a un groupe sanguin, par exemple, un être humain et tout. On a aussi une méthode pour obtenir les empreintes et tout. Quand on est dans un microscope, on va gérer avec le microscope la grosseur de la sporée, c'est-à-dire qu'il y a un dessin très particulier de chaque sporée, de chaque champignon, et de cette sporée, on peut déterminer exactement ce qui fait que on obtient le nom précis du champignon qui est établi
depuis plusieurs générations par des grands spécialistes. D'accord. Bon, là, on va plus loin de la simple promenade à la recherche des champignons. Ça vient aussi de grandes études qui ont été faites depuis très longtemps. Friès, qui a été fait aussi par énormément de gens, qui ont permis à faire ce qu'on appelle la mycologie moderne. Bon, la société mycologique de Sassenage avec son président Jean-Marc Buquet sont avec nous ce matin dans Les Experts. Il y a Christine qui est avec nous à présent. Bonjour Christine. Bonjour Fabien, et bonjour à votre invité. Jean-Marc Buquet, bonjour, merci d'être avec nous Christine. Vous avez une question à poser à notre invité ? Oui, absolument. Alors je suis fan de ramassage de morilles. J'ai habité longtemps dans les Alpes de Haute-Provence et donc j'avais mes coins. Et puis j'avais un coin formidable que j'avais découvert à l'occasion d'une randonnée en VTT. J'étais tombée dessus, 180 morilles sur à peine un demi-hectare, c'était fabuleux. Et donc j'y suis allée religieusement chaque année. Chaque année je retrouvais mes morilles, plus ou moins, mais enfin disons vraiment bien. Et puis un jour j'y suis allée, donc je suis venue habiter en Isère, donc je faisais mes 200 kilomètres pour aller dans ce coin-là, ça valait le coup. Et un jour je suis arrivée, les forestiers étaient passés, ils avaient démoli, mais alors vraiment ravagé tout le coin, donc évidemment j'ai rien trouvé. Et je me demandais, donc ça m'a découragée, j'y suis retournée l'année d'après, j'ai rien trouvé non plus, donc j'y vais plus. Et je me demandais si j'avais espoir un jour de pouvoir retrouver des morilles dans ce coin-là. Là, c'est le spécialiste qui est interrogé sur le pourquoi du comment. Alors, écoutez, c'est bien simple. Effectivement, les coupes abusives, c'est ce qu'on appelle les coupes blanches, sont très mauvaises pour le mycélium, puisque le mycélium sans arbre, dans certains cas, ne peuvent pas se reproduire. Mais il faut savoir que le mycélium, lui, il est latent. C'est ce qu'on appelle une chose qui est intérieure et qui ne bouge pas. Il peut faire extrêmement froid, il peut se passer même une ère glaciaire. C'est pas un souci pour lui. Il est dessous et il est là. Par contre, si un jour vos arbres repoussent et qui poussent dans de très bonnes conditions, ce qui a le problème, c'est que si la coupe a été franche, il faudra compter sur 15 ans. Donc le problème, il est là. Oui. Donc c'est ça. Si c'est une coupe qui n'est pas franche, c'est-à-dire qu'ils ont laissé quelques arbres et qu'ils ont fait ce qu'on appelle de la coupe sélective, à ce moment-là, vous avez des chances d'en retrouver. Ouais, c'est plutôt franc quand même, il reste plus grand-chose. Malheureusement, effectivement, à l'heure actuelle, c'est un gros problème. D'ailleurs, l'ONF se pose la question à beaucoup d'endroits et ils font une réglementation importante pour la coupe forestière et il faut compter sur eux pour que ça ne se reproduise pas trop. Parce que le problème, c'est que c'est toujours, quand on passe de la production à l'abattage, avec les engins qu'ils ont, effectivement, ils détruisent tout. Et ça, c'est un gros problème pour la mycologie profonde. D'accord, donc c'est pas la peine que j'y retourne tous les 2-3 ans pour aller voir comment ça passe. Il faut vraiment que j'attende une repousse d'arbres ou des choses comme ça, quoi. Comme c'était vraiment un coin très très localisé, il y en avait pas à l'extérieur et j'avais délimité un rectangle en fait. Et il y en avait pas en haut, ni à droite, ni à gauche, c'était juste là et ils ont fait la coupe mais juste sur mon coin. Alors, ce qu'il faut vous souvenir, il faut se souvenir surtout quand vous les avez ramassés, rappelez-vous du versant que vous les avez trouvés. Oui. Le versant est important, c'est-à-dire qu'il y a un nubac, il y a un adret. Donc sachez bien voir si c'est au sud, au nord. Oui. Rappelez-vous un peu le style d'arbre que c'était. Est-ce que c'était du frêne? Est-ce que c'était... Donc si vous vous souvenez de ça, refaites l'endroit, mais pas à cet endroit-là, à un autre endroit proche où les arbres n'ont pas été coupés. Si vous retrouvez à peu près la même chose, c'est-à-dire à peu près le même versant, à peu près les mêmes arbres, vous avez des chances de retrouver un coin. Eh ben, je l'ai déjà fait parce que ce coin, j'y allais depuis 7-8 ans, en fait. Et c'est un coin, en fait, très haute altitude, à 1600 mètres d'altitude, donc avec des conifères, donc je sais plus si c'est des sapins ou des épicéas. Donc vous trouviez la morille conique, alors? Oui, la noire. La noire, oui. Voilà. Et j'ai vraiment après j'ai traversé la forêt dans tous les sens, au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche. Vraiment, je l'ai faite en long et en large, tout autour. J'en ai jamais trouvé, ou alors une de temps en temps, mais dans ce coin-là, j'en trouvais 200, quoi. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est que et donc je retrouve plus ce coin. C'était vraiment un coin. Ce qu'il y a, c'est que peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'aller si loin. Si vous êtes dans la région de l'Isère, montez donc à la même altitude et essayez de trouver dans la nature une chose qui fait quelque chose qui ressemble à ce que vous avez connu. Ah oui, d'accord. Bah ici, je me disais, il y a des maintenant là j'habite en Isère, donc il y a plutôt des frênes, donc je vais essayer de me tourner autour des frênes. Oui. Alors les frênes, c'est pas les morilles coniques, hein. Les frênes, c'est plutôt les morilles blondes et grises.
Oui, bon, ben ça chaque Maury a son arbre précis. Merci en tout cas, Christine. Eh bien, allez, au revoir. Bonne cueillette à vous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Yvon est avec nous à présent. Bonjour Yvon. Bonjour. Vous êtes à Grenoble, Yvon. Vous aimez partir à la cueillette des champignons, vous? Oui, quand il y en a. Quelle question avez-vous à poser à Jean-Marc Buquet? Ma question, elle est simple. Il me semble, alors il va me confirmer ça, est-ce que c'est une bonne année à champignons cette année chez nous dans notre région, quoi? Ah, là c'est une question qui est facile à répondre. Et non, justement, on a une saison très mauvaise en mycologie, surtout pour les gens qui veulent trouver ce qu'on appelle le cep. Hein. Donc, non, moi j'ai mon champignon de prédilection, c'est la trompette chanterelle. Je vais la chercher souvent dans le triel. Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle la lutescence, car elle a une couleur tellement brillante qu'on l'appelle lutescence en latin, puisque tout champignon a un terme latin. Et justement, celle-ci, je trouve que c'est un joli nom, hein, Cractellus lutescence. Effectivement, cette année, il y en a pas eu pratiquement pas. Hein. J'en ai trouvé une petite poignée. Mais bon, pour les gens comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose, l'avantage du champignon, c'est qu'on le voit bien. Oui. Et voilà. Bon. Et une deuxième question, alors est-ce que c'est des légendes ou je sais pas, est-ce qu'il y a des règles quand on nous dit 2 jours après la pluie, 3 jours après la pluie? Oui, mais là c'est des règles qu'on obtient avec aussi on va dire une expérience. Hein. Et c'est vrai que quand on dit il pleut, on va aux champignons. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent on me dit il pleut, faut attendre 2-3 jours. Quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut savoir comment se fait que des fois, il n'y a pas besoin d'attendre 3 jours, car la terre est chaude. Quand la terre est chaude et qu'il pleut dessus, il n'y a pas besoin d'attendre 3 jours. Par contre, le phénomène qu'on a obtenu dernièrement au mois de septembre, qui a été très sec, et qu'on a eu une grosse pluie au mois d'octobre, ce fameux orage qui est tombé, il est mal tombé, parce qu'il est tombé sur des feuilles qui étaient tombées par terre, et avec des grands vents, et ça a aplati les feuilles, et ça a étouffé le sol, et ce qui fait que le soleil n'a pas pu pénétrer. C'est pour ça qu'on n'a pas de champignons, et le problème, c'est que le mois de septembre, qui a été très sec, a été très très mauvais pour le mycélium. Voilà. La pluie, pas la pluie, le beau temps, le soleil, le vent, tout ça rentre en compte dans les paramètres pour savoir si vous allez trouver des champignons. Mais du coup, Yvon, vous pouvez être rassuré pour cette année, hein, c'est pas vous qui avez mal fait votre recherche, c'est l'année qui est un petit peu en dessous de ça. Merci Yvon, vous souhaitez une belle journée. Oui, deuxième question. Troisième alors. Allez, troisième, vite fait. Grosso modo, moi je n'arrive pas à savoir précisément. J'y connais pas grand-chose, donc. Il pleut, un champignon, il peut atteindre sa taille, disons correcte, en combien de jours? Eh bien, écoutez, ça dépend de l'humidité qu'il y a au sol, la température et aussi la température extérieure. C'est une grosse question que souvent les gens se posent. Un cep, ça pose en combien de temps? Eh bien, écoutez, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Bon, effectivement, il y en a qui ont filmé les poussées de cep, mais vous savez, c'est très difficile car si la température bloque, c'est qu'il y a un problème. Le champignon, il est très 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 sensible à beaucoup de choses, surtout la température. Vous venez de me dire que s'il pleut sur un sol chaud, et vous dites il peut y en avoir, on peut trouver des champignons donc. Et je veux dire, ils étaient déjà là, ces champignons, ils n'ont pas poussé dans la nuit. Ça dépend. Si vraiment la chose se fait que justement l'eau arrive au bon moment, ils peuvent très bien pousser la nuit. Vous savez, c'est pas. Vous savez, il y a des gens qui parlent de la lune et tout. C'est sûr que la lune peut jouer à certains moments, mais elle favorise. Mais on peut pas dire que c'est grâce à la lune que les champignons poussent. Et ils vont favoriser puisque la lune a une attraction sur la terre. Donc automatiquement, les anciens vous le diront. D'ailleurs, quand ils font les légumes et tout, ils font très attention à ne pas pousser tel légume à telle lune parce que ça a une importance pour eux. Les champignons, on va dire que c'est surtout l'eau et le soleil. Après, la lune joue le 3e rôle. Merci beaucoup Yvon pour vos questions et belle journée à vous. C'est aussi ça qui fait le succès de la cueillette aux champignons. C'est aussi tout le mystère qui entoure les champignons, à savoir comment ça pousse, pourquoi ils ont poussé là, et puis aussi la satisfaction d'avoir trouvé un endroit où il y a des champignons. C'est ça qui fait aussi. Oui, il y a ça aussi qui est très intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même quand on est aux champignons, il y a une chose à
particulièrement faire attention, c'est aussi pour la prévention. La prévention est très importante car sur la cueillette de champignons, vous pouvez tomber sur un champignon très toxique et voire mortel. Ça c'est important. Faut faire attention justement. Voilà, faut faire attention. Il faut être entre guillemets un scientifique pour pouvoir tout reconnaître, savoir ou. Non, si vous voulez vraiment entrer dans une société mycologique, il n'y a pas de souci. Mais avant tout, c'est une prévention. C'est-à-dire, il faut connaître les toxiques et les mortels. Et si vous vous amusez à prendre un champignon que vous connaissez pas, surtout ne le mangez pas. Prenez-le à part dans un petit sac en papier, car chez nous, la seule interdiction qui existe, c'est les sacs en plastique. On veut pas voir ça dans la nature. On en a déjà trop ramassé, ça suffit comme ça. Un panier, c'est magnifique, c'est aéré et tout va bien. Par contre, si vous voulez rentrer dans la mycologie est une science exacte. Il faut pas s'amuser à ramasser n'importe quoi. Se promener pour un loisir et se retrouver à l'hôpital, c'est vraiment triste. Oui, c'est pas le but. C'est pas la bonne idée. On fait quoi alors quand on trouve un champignon entre guillemets suspect, guillemets qu'on ne connaît pas? Alors dans ces cas-là, vous côtoyez ou une société mycologique ou les pharmaciens. Dans la région, bien entendu, vous avez la société mycologique du Dauphiné, Quai de France, qui est tous les lundis soirs reçoit tous les gens qui ont été aux champignons le week-end, et de 18h jusqu'à 22h, vous avez la société mycologique qui vous reçoit. Je vous donne leur numéro. 04. On mettra tout sur le site internet de France Bleu, ce sera beaucoup plus simple. Okay. Ensuite, vous avez bien entendu le centre antipoison. Si vous avez un problème et que vous sentez qu'il y a des nausées, quelque chose, c'est très important aussi de connaître l'antipoison. Bon, je ne sais pas s'il faut donner le numéro de téléphone. Non, mais on le mettra aussi sur le site internet. Il y a un numéro à bien connaître. C'est le centre antipoison de Lyon, dans la région Rhône-Alpes. On a plusieurs centres antipoison en France, dans tous les départements, dans les plus grosses villes, mais celui-ci est important dans notre région. Et ça suffit en tout cas pour pouvoir se prémunir de certains problèmes. En tout cas. Le problème, c'est qu'il ne faut pas prendre ça au hasard. C'est-à-dire que quand vous allez aux champignons, il faut surtout ne pas manger ce que vous connaissez pas. C'est ça le problème. Et quand vous avez un doute, même si vous pressentez que c'est une chanterelle, mais que vous avez un doute, n'hésitez pas. Mettez-le de côté et faites-le voir à un expert. C'est beaucoup plus simple en tout cas. Jean-Marc Buquet, avant de se quitter, il y a des choses importantes à dire. Avant de donner 2-3 astuces, on va parler de la réglementation. Il y a des choses qui sont très importantes à respecter, qui sont même obligatoires, c'est la loi. Quels sont les 3 points de règlement qui sont importants à savoir? Comme vous dites, la réglementation c'est important parce qu'il faut quand même respecter les codes civils, surtout ce qui est privé. Par exemple, sur un terrain privé, les champignons sur l'article 547. Il faut savoir que tous les droits des propriétaires du terrain ou lesquels ils poussent appartiennent aux propriétaires. D'accord. Donc le conseil le mieux qu'il faut, c'est demander une autorisation de ramassage préalable. Au propriétaire du terrain. Le deuxième article, c'est l'article 411 du Code de l'environnement, 411.1, et ça c'est la quantité qui est réglementée. Donc la tolérance, souvent, est d'environ 5 kilos par famille par jour. Ok. Ça, c'est à respecter. Le ENF, d'ailleurs, fait ses panneaux dans certaines forêts domaniales. Le troisième article, c'est le R331.2 du Code forestier. Alors, ça stipule que le ramassage des champignons ramassés dans des forêts publiques et domaniales ne peuvent être commercialisés. D'accord. Et une fois qu'on connaît ces 3 points de règlement, en gros, c'est le principal à savoir. En famille. Et on peut faire ça tranquillement et profiter de ces balades. Marie-Françoise est avec nous. Bonjour Marie-Françoise. Oui, bonjour. Merci d'avoir patienté. On vous écoute, Marie-Françoise. Alors, je vais droit au but. Je voulais demander s'il était possible de rapporter de la sporée de champignons à la semelle de ses chaussures. Voilà, parce que au bout des 33 ans que j'habitais chez moi, un jour, j'ai découvert des coprins chevelus. Et cela fait 4 ans que ces coprins repoussent au même endroit. Et ils n'y ont jamais poussé. Bien, écoutez, c'est bien simple. Peut-être que effectivement, vous avez eu la chance que les sporets sont retenus un peu plus sur la semelle de chaussure, mais c'est quand même pas vraiment la chose qui se passe régulièrement, puisqu'une paire de chaussures, ça voyage à beaucoup d'endroits, et bon, et si ça s'est passé chez vous, ma foi, effectivement. Alors, est-ce que j'aurais pu, en jetant des déchets de coprins chevelus, jeter de la sporée? Oui, mais il y a aussi le fait aussi, c'est que peut-être que c'était un mycélium qui était latent, qui était en dessous de la terre, qui à un moment ou un autre a fait que la végétation autour et puis les pelouses que vous avez chez vous
a été au bon moment, favorable pour pousser les copains chevelus. Quelquefois, il y a des Michigan qui restent pendant des années à l'attendre. C'est quelque chose qui peut arriver. Ouais, on en parlait tout à l'heure aussi, Marie-Françoise. Merci Marie-Françoise. Oui, attendez, est-ce que je peux dire autre chose? Alors c'est très rapide, s'il vous plaît, parce que vous êtes encore nombreux derrière. Je suis du Pays Voironnais, et sur Voiron, il y a la SHNVC, Société Moitié Mycologique. Oui, je la connais, oui. Botanistes, de professionnels qui peuvent renseigner les personnes. Oui, c'est une référence. Oui, vous pouvez y aller, c'est une référence. Voilà. Oui, la Société d'Histoire Naturelle de Voiron. Oui, exact. Je connais la personne qui s'en occupe. Vous pouvez y aller. Vraiment, c'est une bonne société. C'est aussi bien de pouvoir se rapprocher de spécialistes en tout cas. Merci beaucoup Marie-Françoise. Il y a Patrice qui est avec nous à présent. Bonjour Patrice. Oui, bonjour. On vous écoute. Je vous explique. Il y a une dizaine d'années, en fait, j'avais raclé des écorces de scierie pour poser sur un toit végétalisé, sur une petite cabane. Et l'année d'après, en fait, il est sorti au moins, sur 10 mètres carrés, au moins une trentaine de morilles. Et au même endroit, j'avais fait un tas à côté, là, et il y en est pas sorti sur le tas d'à côté, et ça n'en est jamais repoussé. Je voulais savoir comment ça se fait que c'est poussé, c'est morilles une fois, qu'une année, et au même endroit où j'avais raclé, il n'y en a pas poussé. Et bon, écoutez, c'est bien simple. De toute façon, il y a un temps pour tout. Les champignons, justement, étaient là au bon moment, au moment où vous avez fait cet amalgame de copeaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que la mycologie s'est mise en route de ce champignon de morille, peut-être que justement, juste après, l'année d'après, c'était plus du tout la même chose. Les copeaux étaient peut-être trop détruits, et puis il n'y a plus rien qu'à pousser. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire quelquefois, ça pousse une fois, et ça pousse pas deux fois. Le temps que j'avais fait à côté, qui était exactement pareil, il n'y en a pas poussé. Ah oui, mais il suffit que à cet endroit-là, c'est un petit peu plus à l'est ou à l'ouest. Vous savez, beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Une heure de soleil en moins, une heure de soleil en plus, le champignon ne pousse plus. D'accord. Et on n'a jamais eu espoir qu'il repousse, en fait. Ça fait une poussée, et puis... c'est ce qui fait le plaisir de la mycologie. Ayez toujours espoir, et puis allez-y. Bon, on va attendre. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Patrice. Et puis, oui, gardez l'espoir. Du coup, c'est important. Avant de se quitter, Jean-Marc Buquet, juste quelques petites astuces pour les champignons. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire quand on part, si on part à la cueillette? Qu'est-ce qu'il faut pas oublier d'avoir en tête? En tête, d'abord, la première chose, c'est que il faut y aller avec sérénité, ne pas prendre n'importe quel champignon que vous ramassez, mettre dans un sac en plastique, c'est interdit, puisque nous, on ne veut pas de sac en plastique. Vous prenez un panier, vous prenez un couteau, et vous prenez le plaisir d'y aller, parce qu'il faut avoir le plaisir. Il faut savoir que la mycologie, ça s'étudie, mais aussi, ça donne, dans les sens olfactiles de l'homme, on améliore sa vue, puisque avec la vue, on reconnaît un champignon. Ensuite, avec le nez, on le sent. Il y a certains champignons qui ont beaucoup d'odeurs différentes. Après, vous avez le goût. Quand vous mangez un champignon, chaque champignon a un goût particulier. Et puis, il y a aussi le toucher, parce que quand vous touchez un champignon, une ruchule, ça casse. Après, vous avez des champignons qui ont du lait, qui font du liquide. Donc, c'est au toucher. Et parfois l'oreille, puisque quand vous cassez un champignon, vous avez un petit bruit comme de la craie. Donc, c'est une chose qui est très intéressante. C'est de savoir que quand on va aux champignons, on a toujours le plaisir d'aller aux champignons. Si on n'a pas le plaisir, c'est tout à fait différent. Les gens qui vont pour la commercialisation, c'est dommage, mais ça nous porte préjudice. Il faut le savoir. Comment on arrache, on cueille, on enlève, on coupe un champignon? Alors, il y a deux méthodes. Il y a la méthode de l'ancien avec le couteau. Alors donc, mais en mycologie, ce qu'il faut savoir, c'est que les grands experts de la mycologie vous conseillent toujours de tourner le champignon pour avoir l'ensemble du champignon, c'est-à-dire le pied entier, car les champignons toxiques les plus dangereux ont une vole, et cette vole, alors ce qu'il faut savoir, c'est en premier, les amanites qu'on appelle phalloïdes, c'est le champignon qui fait le plus de morts en France. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut pas faire partie de cela. Donc, premier critère, c'est des lames blanches sous le chapeau, un pied, avec un anneau, une volve, qui est un peu comme, vous savez, une bague. Et au pied, un sac, mais ouvert, c'est-à-dire carrément un sac, comme un sac au pied de... Donc là, ça fait partie des amanites. Donc, en premier lieu, quand vous voyez un champignon lame blanche avec une bague et une volve, vous êtes dans les dangereux. Donc méfiez-vous. Première chose,
allez voir un spécialiste. Et voilà, ça c'est super important, se rapprocher pourquoi pas d'une société mycologique et pourquoi pas de la société mycologique de Sassenage. Merci beaucoup Jean-Marc Buquet d'être venu. Je vous remercie aussi de m'avoir invité et puis ça me fait un grand plaisir de passer à Radio France Bleu Isère. Merci beaucoup Jean-Marc Buquet, la société mycologique de Sassenage. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez tout simplement champignons Sassenage, vous allez vous retrouver sur votre blog qui est très complet avec beaucoup de choses à retrouver dedans. Les 2 numéros juste avant de se quitter à donner, celui du centre antipoison de Lyon. Alors le centre antipoison de Lyon, c'est 04 72 11 11 69 11. Et la société mycologique du Dauphiné, qui est ouverte tous les lundis soirs au public, 04 76 85 39 81. Et tout est complet. Et je vous remercie. Merci à vous et à très bientôt.